Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Voyer, je suis directeur du développement logiciel chez Progy. Bienvenue au Progy Talk. Aujourd'hui, je suis avec un invité spécial, un ami, Alexandre Rochelot, qui est directeur des ressources humaines. Alors aujourd'hui, on va parler de culture, de recrutement, de défis d'une entreprise, d'une PME comme Progy. Alors, bonjour Alexandre. Salut, Ça salut. va? Ça va? Hey, un gros shout-out. On est dans le studio de Benoît Chamberlain aujourd'hui qui reçoit Yes. Progy Talk. Puis je pense que c'est important parce que c'est les premiers Progy Talk que je voulais me C'est un souligner. moment historique, puis je dois dire qu'on a été accueillis comme des rois. Puis on est vraiment bien installés à Trois-Rivières. Beau petit studio, effectivement. Fait que toi, Alexandre, raconte-nous un peu ton parcours. Moi, à base, je suis un environnementaliste qui est tourné vers le marketing, vers le développement des affaires. J'ai entré chez Progy il y a 8 ans. Là, on est à fin juillet quand on tourne. Là, donc, dans quelques dodos, là, j'aurai 8 ans d'ancienneté, le 8 août. J'ai rentré conseiller marketing parce que j'ai évolué comme directeur du marketing. Puis ensuite de ça, mais de fil en aiguille, je me suis toujours intéressé au projet RH dans l'entreprise. J'avais la chance d'avoir une directrice RH qui s'est associée. La marque employeur, ça devenait quelque chose de bien important à cette époque-là. Fait qu'on s'est associés ensemble. Puis quand il y a eu l'opportunité, quand la directrice a quitté, moi, je me suis encore plus investi. Tu as passé de marketing à RH Oui, tout à fait. officiellement Avec à le temps temps. plein. Okay. Quand c'est devenu... On grandit, 10 à 15% par année, puis fait que je me suis présenté, puis c'est moi qui ai eu le poste. Super. Puis là, on est ici au Progy Talk. C'est un projet que je sais qu'on avait discuté depuis des années, même avant que moi j'arrive. Ça vient d'où, là, l'idée? Les premières discussions, on voulait... Ça faisait longtemps. À l'époque, Jean-François Potvin, qui est aujourd'hui un product owner chez nous, pour name dropper quelqu'un qui n'est pas là, mais... C'est ça, il ne peut pas se défendre. Mais c'est ça, on voulait mettre des projets de l'avant, puis dans notre boîte à outils, on avait défini Progy Radio, puis même qu'on avait acheté des micros, acheté une console, etc. Puis finalement, on a tout donné ça à Progy au niveau de la formation, éventuellement. Puis on l'avait pas fait à l'époque, mais tu sais, il y a probablement une bonne raison. Fait aujourd'hui, on a quelque chose à dire. C'était avant la pandémie aussi, je pense. C'était avant la pandémie, effectivement. Puis je pense que ce qu'on a vécu, tu sais, pendant la pandémie, ça a été monumental, ce qu'on a vécu comme entreprise, comme transformation, puis où est-ce que ça nous a mené. La pandémie, on ne peut pas se définir par la pandémie, mais la pandémie, c'était une opportunité géniale pour nous autres comme organisation, puis ça nous a amené où est-ce qu'on est aujourd'hui, tu sais. Fait que sur plusieurs niveaux. Là. Fait que le Progy Talk, on s'en parlait un peu depuis les derniers mois. C'est quoi le concept du Progy Talk, puis comment on se démarque un peu de ce qui se fait sur le marché en ce moment? Je pense qu'on va parler techno. Avec plusieurs de tes invités. On va parler réalité business aussi. On va parler équipe, organisation, comment grandir. Je pense que chez Progy, on a compris qu'on avait réponse à pas grand-chose, mais on essaye. Fait qu'on essaye, on met des voies de réflexion, puis on essaie d'y aller, des pousser, puis on essaie d'être meilleur. On n'a pas peur d'essayer des affaires. C'est ça. Puis Progy Talk, c'est une affaire qu'on essaie. Exact. On va voir ce que ça donne. C'est avec humilité là, qu'on y va. Fait que c'est tout ce qu'on va dire, c'est dans l'humilité, c'est humble. Puis absolument. Même si des fois, il y a l'air d'avoir une pointe d'arrogance, c'est pas le cas. On est juste content d'avoir réussi quelque chose. On espère, ouais. Puis on espère que nos mères soient fiers. Ouais. Fait que toi, dans ton rôle de directeur, je sais qu'un de tes dadas, de tes sujets de prédilection, c'est la culture, évidemment. Ton rôle de ressources humaines, dans les ressources humaines, on en parle souvent. On essaie de voir comment on peut arrimer les différentes réalités des départements, comment vivre cette culture-là. Mais concrètement, la culture chez Progy, comment ça se définit? Comment tu vois ça? Tu sais, j'ai eu la chance d'arriver en poste. Même il y a 8 ans au marketing, il y avait des bonnes bases.
Il y avait des bases solides parce qu'il y avait des humains solides dans l'organisation. Tu sais, de la présidence jusqu'aux programmeurs, n'importe qui, il y avait des gens solides, tu sais, qui étaient dans l'organisation pour établir, je pense, un fondement dans la culture. Puis, comme petite organisation, des fois, tu t'y attardes pas, tu le vis. Tu sais. Ouais. Puis là, comme grande organisation, pas si grand, là, mais on grandit. Ouais. Fait qu'on essaye de se définir. Fait que là, Diane Chénier, ma présidente, me demande une fois par année, certainement, c'est quoi notre culture à nous autres. Puis là, tu essaies de livrer une espèce de base théorique à ça. Tu remarques que la personne, mais elle adhère pas tant. Elle fait oui, mais encore. Puis c'est vrai, parce que la culture, c'est pas quelque chose qui se dit, c'est quelque chose qui se vit. Exact. Fait que, oui, on est capable de mettre des taglines puis des bullettes, mais on n'écrira pas un livre avec. Ouais. Fait que, pourquoi? Parce que je préfère que ça soit vécu qu'écrit. Il y a, ça va tout entraîner un paquet de décisions, puis comment on va réussir aussi, puis comment on va travailler ensemble, puis comment on va échouer, cette culture-là. Ouais. Fait qu'il y a quelque chose de quand même extraordinaire. Fait que quand on vient pour définir la culture d'une organisation, on peut donner des guidelines, certainement. Tu sais, dans c'est quoi les règles du jeu, dans comment on veut vivre ça. Puis maintenant, là, on est un petit peu plus que ça chez Progy, mais on le voit en grandissant que des fois, c'est possible de perdre le cap. Fait qu'il faut qu'il y ait quelque chose d'encore plus puissant qui intervienne, qui est ce que j'appelle le squad culture. C'est... il y a une culture, on va dire, qui est militaire, mais dans l'armée, les régiments, etc., ils ont leur culture, eux autres, qui ne sont pas dissidents de la culture de l'armée, mais qui ont leurs mœurs, leurs images, leur façon de faire. Puis c'est un peu la même chose dans une entreprise qui grandit, c'est-à-dire que par département, on va s'attacher au même drapeau, mais on va vivre les choses un peu différemment, mais pareillement. Tu as comme une culture par département, puis même au sein du département, tu as des équipes qui elles-mêmes peuvent peut-être avoir leur propre couleur par rapport à cette culture-là, qui se définissent d'une façon différente que qu'une autre équipe à côté. Tout à fait, mais puis il va y avoir des lignes directrices. Tu sais, comme chez Progy, une des lignes directrices, c'est l'entraide. Tu sais, les gens demandent de l'aide, peu importe interdépartemental dans le même département, ça n'a pas d'importance. Les gens vont donner de l'aide, puis ils ne vont pas t'en poser de questions nécessairement. Puis ça, c'est culturel chez Progy maintenant. Puis c'est pas nécessairement au superviseur de porter la culture, c'est à tout le monde. C'est la responsabilité de tout le monde de le faire, puis de l'interpréter avec ses propres valeurs. Puis on va parler de recrutement éventuellement. Mais c'est pour ça que c'est la base. Il ne faut pas que ça soit forcé. T'sais, on veut recruter des gens qui sont dans cette idéologie-là pour pas que ça soit forcé sur eux autres, puis que ça soit naturel, puis que quand on grandisse, finalement, le corps de la business, c'est ce qui resplendit. Puis je trouve ça important parce que, tu sais, quand ta culture est bien définie, puis est comme bien, comme bien comprise par, premièrement, la haute direction, ça cascade ensuite, mais ça va aligner des décisions. Tu sais, comme moi, en tant que directeur de développement, une des premières choses, c'est que je veux m'arrimer avec les valeurs, la culture de Progy. Puis quand je vois des choses comme excellence, engagement, tout ça, OK, ben là, l'excellence, c'est quelque chose qu'on vise. Donc, ça veut dire quoi, l'excellence sur le terrain? Pour les équipes de développement, ça veut dire de s'améliorer continuellement. OK, ben là, concrètement, j'ai-tu un budget pour ça? Fait que là, ça découle plein de questions. Puis là, ça demande l'engagement, le buy-in de la direction. On parle de qualité. Nous, dans le département, il y a des choses pour moi qui sont importantes. Puis j'en parle souvent. L'excellence, la qualité, l'innovation, le plaisir aussi. Je trouve que le plaisir, si tu n'aimes pas, si tu n'as pas de fun dans ce que tu fais, tu ne seras pas capable d'être créatif, d'innover, parce que tu auras peur. Si tu as peur aussi, tu ne seras pas capable. Fait que c'est intéressant de s'arrimer avec ça. Là. Ah oui, le plaisir, ça te fait que tu vas être bon, innovant, performant longtemps. Ça va te rendre créatif, ça va te rendre bon dans ce que tu fais. Je trouve ça sous-estimé comme valeur. D'avoir du fun. Fondamental. C'est fondamental. De pas trop se prendre au sérieux et dire, regarde, on va l'essayer, on va se planter. Mais pour faire ça, ça te prend le buy-in de la direction. Là. S'ils disent, nous autres, on veut pas que tu fasses trop d'erreurs, ben là, ça change. Mais quand on parle souvent de ownership, hein, quand les choses nous appartiennent, là, on est capable de le faire avec du plaisir, on est capable de le faire avec sérieux aussi, on est capable de le faire de n'importe quelle façon. L'important, c'est que les choses sont assez importantes pour tout le monde
pour qu'on ait un sentiment d'appartenance, pas seulement pour la compagnie, ça c'est une chose, mais pour ce qu'on est en train de faire, fier de ce qu'on est en train de faire. D'être fier de ce oui, ça, c'est important. Ça pousse bien d'autres choses. Oui, exact. Puis, tu sais, avoir du plaisir, on n'est pas en train de dire que de niaiser puis de ne pas prendre au sérieux ce qu'on fait, là, parce que ça, c'est pas du tout ça que ça veut dire, mais c'est de dire quand j'interagis, quand je fais mon travail, je prends plaisir à le faire parce que je suis fier de ce que je fais, parce que je me sens entouré d'une belle gang. Puis c'est ce qu'on essaie de créer chez Progy. Puis, tu sais, on veut parler de recrutement. Quand on cherche d'ajouter des ressources à notre équipe, clairement, on regarde s'il y a un fit avec la culture qu'on essaie de mettre en place. Fait qu'on regarde au-delà des connaissances puis des skills, est-ce que cette personne-là, on pense qu'elle va être un fit au niveau de la culture puis de nos équipes? Oui, il y a souvent une grande ligne en ressources humaines qui dit que tu ne pourras jamais. Ton savoir-être, tu ne pourras pas l'enseigner. Ton savoir-faire, ça va venir. Ouais, fait que casser les comportements de quelqu'un dans un cadre organisationnel, ça se fait à peu près pas, du moins pas sans casser beaucoup d'œufs. C'est pas agréable pour personne. Fait que quand on a le choix, puis on peut se poser la question, quand on est confronté au vide, mettons, d'une rareté de personnel, ouais. qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on choisit la chaise vide, la personne qui a le savoir, qui a le savoir-être ou la personne qui a le savoir-faire? On a plein de questions à se poser. Il faut prendre une décision pour le futur. Oui, parce que quelqu'un qui est très fort savoir-faire, puis dans les programmeurs, on sait que ça arrive. Là. Quelqu'un qui est très fort savoir-faire, mais qui est très faible savoir-être, ou que le fit, je dirais peut-être ça différemment, mais que le fit avec notre culture est plus faible, ben on voit que dans les faits, c'est vraiment difficile à avoir une équipe performante quand tu as des individus comme ça qui sont plus seniors ou très forts techniquement, mais qui s'intègrent moins ou qui sont moins fonctionnels dans une équipe multidisciplinaire. Puis professionnellement, aussi, on cherche quelqu'un qui va. C'est pas de dire qui fait pas nécessairement la switch entre le 40 heures qu'il va faire puis sa vie. C'est-à-dire qu'il aime ce qu'il fait. Ouais. Chez nous, là, ça veut dire on s'intéresse à la carrosserie dans nos logiciels, mais ça veut dire que quelqu'un qui a un minimum d'intérêt pour les clients, il va être bon qu'il fasse du marketing, des ressources humaines. Moi, je fais des ressources humaines, je m'intéresse à la programmation. Ouais. Je pense que ça me rend supérieur comme intervieweur que n'importe qui l'est pas. Absolument. Je t'ai vu en entrevue, puis effectivement, t'es pas payé pantoute. Mais c'est ça. Mais le fait de s'intéresser à ce qu'on fait, à ce qu'on code, à ce qu'on réalise, à ce qu'on dit, c'est le jour puis la nuit dans ton appartenance puis dans le résultat que tu vas produire. Comme tu dis, que tu es en train d'écrire, de coder, quoi que ce soit, peu importe ton poste dans l'entreprise, ça te rend tellement meilleur. Puis ça fait tes semaines qui sont tellement plus belles parce que tu aimes ce que tu fais et tu es passionné. Ouais. Mais ça, faut ouvrir la porte un peu mentalement à dire crème. Au-delà, la carrosserie, c'est peut-être pas le sujet le plus sexy pour tout le monde au départ. Ouais. Mais Christy, quand on s'y intéresse, c'est un monde. Là, oui. Dans chacun des points qu'on peut s'intéresser dans la vie, là, il y a un monde en arrière puis il y a des passionnés partout. Ouais. Fait que il y a tout le temps quelque chose à apprendre. Puis je pense que être passionné par sa clientèle, ou du moins y avoir un intérêt, ça change le monde. On l'a vécu aussi dans cette dynamique-là dans les équipes, puis pas juste en développement, là, mais d'avoir un équilibre au niveau des individus. Je pense qu'il faut vraiment pas sous-estimer l'impact que ça peut avoir sur ta capacité de livrer de la qualité, de la valeur. De mettre 3, par exemple, je vais parler de mes équipes, là, mais 3 développeurs super forts ensemble. Ça se peut que ça marche moins bien qu'un dev super fort ou super avec beaucoup d'expérience avec un dev un peu moins expérimenté. Là, on va voir une dynamique vraiment plus intéressante de partage, de collaboration. Fait que, c'est important d'avoir un certain équilibre quand on recrute aussi. Oui, tout à fait. Puis en agilité, je pense que c'est encore plus vrai avec les méthodes agiles, Scrum, etc. Pour nous autres, je pense que c'est un tremplin. On ne s'arrête pas à l'agilité dans un cadre. On veut aller plus loin. Ouais. Puis, mais je pense que l'esprit collaboratif, c'est essentiel, mais avoir
mettons, une prémisse qui est collaborative, effectivement, que 3 personnes qui ont des très grands niveaux d'expertise, qui sont en train de se confronter ensemble, des fois, ça fait qu'on peut perdre du temps, puis on avait l'impression qu'on pouvait en gagner. Mais fait que comment on joue le chef d'orchestre quand on fait les équipes, c'est bien important dans le résultat qu'on va avoir après. Ça aussi, qu'est-ce qui est un senior, puis qu'est-ce qui est un expert. C'est quoi le désavantage d'avoir des seniors versus. C'est quoi un senior, ça? C'est senior parce que, tu sais, quand je suis arrivé en poste, je recevais des demandes. Je fais, Alex, je veux un senior pour mon équipe. Je fais, parfait. Fait que c'est quoi un senior? C'est tant d'années d'expérience. Parfait. Fait qu'on t'amène ça. C'était simple. Mais si c'était si simple, mais finalement, la réalité, c'est que les gens. On se rend compte que c'est pas le temps. Le temps ne fait rien dans l'affaire. Okay? Quand on est bon, on est bon. Et Georges Brassens se disait quand on est con, on est con. Mais c'est quand on est bon, on est bon. Fait quand on a 23 ans, 42, 67, ça n'a pas d'importance. Si on est un expert dans ce qu'on fait, on est un expert. L'expérience peut nous donner des réflexes parfois, mais des fois, elle peut aussi cimenter des vieux réflexes qui sont plus bons dans une société, dans des technologies changeantes, où est-ce que être agile mentalement, ça devient une espèce d'avantage pour survivre. Fait que, tu sais, je pense que les gens qui ont le plus de flexibilité mentale à dire « Je suis hot, mais je suis hot, mais je suis pas encore. » Ouais, c'est ça, parce que j'en ai vu des devs, tu sais, qu'il y avait, mettons, 20 ans d'expérience, mais en fait, c'était 20 ans d'ancienneté. Exact. Non, comme une nuance. Puis il y a des fois, puis je veux pas lancer nécessairement la roche à la grande entreprise parce que c'est pas tout le temps comme ça. Mais souvent, on le voit, des gens qui vont sortir de la grande entreprise pour arriver en PME, Colin, qui vont être perdus dans le chaos qu'ils vont trouver que c'est, puis dans la demande de performance qu'ils vont trouver que c'est. Parce qu'ils étaient sur un long fleuve tranquille et ils se font dire après 20 ans, mais t'es un programmeur senior, t'es exceptionnel, merci, mais t'étais le lion au zoo. Maintenant, le lion dans la jungle, ça vaut ce que ça vaut. Fait que il y a. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que le jour, est-ce que tu dis, OK, mais après le zoo, il y a la jungle et ça va être difficile et c'est là la vraie vie. On est tous des petits chats. Après ça, on s'aperçoit qu'on a tout à apprendre. Mais puis surtout en développement logiciel, parce que 20 ans, si tu ne sors pas de ta zone de confort, puis tu restes à la même place, puis que tu fais tu fais juste la même affaire pendant 20 ans, si tu sors de là, tu peux être sûr que la Terre n'a pas arrêté de tourner, puis que tu es vraiment dépassé en logiciel, c'est flagrant. Fait que je pense que c'est important toujours de chercher de chercher l'inconfort dans notre domaine, là, de se dire, bon, mais là, il me semble qu'on n'est pas. Puis c'est un red flag aussi, si tu sens que tu fais tout le temps la même affaire, à ce moment-là, tu deviens peut-être, tu es moins dans l'innovation, ça veut dire que tu essaies moins des affaires, tu es moins en apprentissage, ça veut dire que tu n'es pas dans un mode d'empirisme ou d'agilité. Mais ouais, je trouve ça intéressant de se poser la question qu'est-ce qu'on recherche quand on engage des gens. D'être l'écoute active, de savoir, parce qu'un expert, ça va être capable d'écouter, parce qu'il va savoir que même si la personne en face de lui est moins expérimentée, elle peut donner une idée, qui va donner une idée, puis les deux vont s'additionner ensemble. Fait que, puis souvent, partant de l'inexpérience de la personne, la personne va être amenée à sortir en dehors de la boîte parce qu'elle ne connaît pas les limites de rien. Puis, fait qu'elle est capable. Une équipe, c'est capable de s'additionner ensemble par sa créativité, par son laisser-aller. Les seniors, ensemble, on aimerait ça qu'ils puissent, seniors ou experts, ensemble, on aimerait ça qu'ils puissent s'additionner facilement. D'un fois, ça vient avec certains comportements. Il y a une espèce de... C'est très humain, là. Il n'y a pas de rush qui est lancé à personne. Quand on grandit en âge, j'ai l'impression, puis on prend de l'assurance, des fois, cette assurance-là, elle fait qu'elle est un peu téflon versus l'assurance des autres qui en ont développé une. Fait que oui, il y a des égos qui s'entrechoquent. Tout le temps, je pense que chez Projet, on a tout le temps réussi à rendre ça positif, mais évidemment, tu as une espèce de recette magique quand tu construis des équipes performantes. Là, je sais que tu n'aimes pas ça quand je dis performante, mais quand on construit des équipes performantes, c'est-à-dire, c'est quoi le edge collaboratif que j'ai avec les comportements que j'ai puis les skills que j'ai. Oui. Puis, on parlait d'équilibre tantôt dans des équipes. Puis depuis quelques temps, chez Projet, on a vu
on a vu qu'il y avait vraiment une valeur ajoutée d'intégrer des gens qui sont moins expérimentés, des juniors, on va dire, des devs juniors. On aime, on aime encourager la relève. On trouve qu'il y a une valeur ajoutée dans ce que ces jeunes-là arrivent puis chez nous, puis avec leur énergie, leurs idées, tout ça. Puis j'aimerais ça, tu sais, comment toi tu vois ça, l'importance de l'intégration, du onboarding, puis comment qu'on le fait chez Progy? Ça va quelque chose de tellement loin chez Progy. Il y a les jeunes. On peut parler à Mathieu Godon, qui est le directeur de la sécurité aujourd'hui chez Progy, mais il avait 16 ans quand il est entré chez Progy à l'époque. Vincent Hood, il sortait de l'école, il est arrivé ici, c'est un lead maintenant. Ouais, ils ont Charles grandi. Dufresne. Il y a des jeunes qu'on est allé chercher qui ont eu des parcours exceptionnels chez Progy, puis même dans leur carrière professionnelle en tant que telle, mais qui ont fait un tremplin à partir de chez Progy. Puis il y avait ça qui vivait dans l'organisation. Avant de parler d'onboarding, je veux parler un peu de la richesse de la jeunesse. Puis quand je suis arrivé, 8 ans, on avait décidé de faire un projet qui s'appelait Projet Académie, dont j'ai le chandail maintenant. Mais au début, c'était une philosophie. Au début, ce qu'on disait, c'est on ne prend pas beaucoup de stagiaires, mais ceux qu'on prend, on donne tout. On donne tout. Quand ils vont retourner à l'école, ça va être soudainement plus facile, ils vont rayonner, etc. On va les préparer pour vrai pour le marché du travail. Et c'était une philosophie plus que d'autres choses. Fait qu'on recevait des stagiaires comme n'importe quelle entreprise. On recevait des stagiaires, mais je dirais puis on recevait des gens aussi en observation alors qu'ils se posaient des questions dans leur jeune vie professionnelle pour savoir qu'est-ce qu'ils feraient demain avec leur vie. Ben, on faisait des stages d'observation aussi avec eux autres pour leur montrer. Puis dans les belles réussites qu'on a eues, ben, c'est des gens qui sont devenus les piliers des professionnels. Ben, oui, chez Progy, mais aussi des professionnels en technologie qui ont continué ailleurs. Ben oui. Fait que c'est Progy qui les a lancés sur cette voie-là, puis c'est tout à l'honneur de Diane Chénin, notre présidente qui croit dans nos idées, puis qui a influencé la vie de tous ces jeunes-là. Puis à un moment donné, avec la croissance de la compagnie, on ne voulait plus de stagiaires. Il y a des années, c'était difficile de faire entrer des stagiaires. Puis là, dans ma position, j'ai dit, ça me semble que ça n'a pas d'allure. C'est ça qui a donné les plus belles, dans les plus beaux professionnels, dans ceux qui ont les carrières les plus hautes. C'est probablement les jeunes qu'on a pris à sortie de l'école, qui ont tout arraché, là, puis qui sont devenus hot. Ils connaissent tout de l'entreprise. C'était au niveau social, ils sont attachés à technique, l'entreprise. Ils ont un attachement particulier. Puis, et là, on était arrivé à un compromis à un certain moment donné. On dit pourquoi on ne fait pas une école interne? Parce que ce qu'ils disaient à l'époque, c'est que quand on avait la charge d'un junior ou d'un stagiaire, ben là, ça venait paralyser un peu l'opération et les objectifs en cours. Fait que, on s'est dit pourquoi on ne paralléliserait pas les deux. On fait une école avec des vrais avec des vrais projets, des trucs live, où est-ce qu'on va réactualiser les connaissances des professionnels des gens, mais dans le contexte projet pour que ce soit vraiment applicable rapidement. Puis après ça, on les lance sur des vrais projets. Puis, pendant qu'on est en train de faire cette initiative-là, tu es arrivé sur l'entrefaite, puis on a mené la première cohorte à terme il y a environ 1 an, je pense. Un peu plus qu'un an, puis, puis là, c'était le fun parce qu'on a vu deux jeunes sortir, puis là, ils sont engagés, ils sont bons. Fait que ça, c'était une autre belle réussite. Fait qu'on a fait le projet Académie de cette façon-là. Maintenant, c'est quelque chose qui est très prenant. C'est un investissement. Faut être très dédié là, quand on fait ça. Maintenant, avec l'agilité, puis plein d'autres aussi techniques qu'on a commencé à inviter dans le quotidien de certaines équipes, ben là, on voit que les équipes ils sont capables d'inviter des jeunes, des juniors, mais que rapidement, ces juniors-là se transforment en intermédiaires dans des questions de semaines ou de mois. C'est très, très impressionnant. Là. Actuellement, on est dans si je prends la photographie de certaines équipes, c'est vraiment impressionnant de ce qu'ils ont accompli. Puis je pense que ça vient de la culture, de ce que les autres voulaient donner,
puis qu'est-ce qu'ils voulaient transmettre, puis qu'est-ce qu'il y avait comme intention. Ça s'est Ouais. reflété fois 1000 dans la carrière de ces jeunes-là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, la Projet Académie, ça a été un super beau projet qu'on on a mis sur pied. On a essayé au début d'avoir des cours un peu plus tu sais, formels, là, tu sais, de façon avec des cours en ligne, tout ça, mixé avec en présentiel et tout. Puis au début, on a essayé plusieurs choses, là, d'avoir des cours un peu plus techniques, niveau programmation, parce que on s'est rendu compte qu'il y avait un petit, comment dire, un petit décalage, là, on va dire, entre les connaissances académiques dans leur cursus scolaire versus sur le terrain, qu'est-ce que nous, on aurait eu besoin. Fait qu'on on s'est dit, on va les mettre à jour. Puis avec l'expérience, peut-être on s'est dit, ben, c'est quand même un méchant contrat là, de monter des cours de formation technique. Ça demande aussi des concepts de pédagogie, de comment tu amènes un sujet à quelqu'un, puis tu le fais progresser là-dedans. Fait que c'est intéressant de voir que on l'essaye puis on continue de s'adapter là-dedans, mais l'idée reste que la Projet Académie, c'est comme moi je le vois comme un genre d'idéologie tu rentres chez Projet, tu vas être encadré, tu vas être accompagné. On voit que tu peux apporter beaucoup, puis on veut mettre l'effort avec toi, l'énergie, on va te supporter pour te faire grandir au sein de la compagnie. C'est pas juste on prend un stagiaire ou un jeune, puis on le met, il va faire des tests, puis tu vas être ils font partie de l'équipe, on les fait grandir. Mm-hmm, tout à fait. Puis, l'excellence, ça n'a pas d'âge, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de sexe. L'excellence, c'est l'excellence. Ce qui fait que chez Progy, une des belles affaires, c'est la diversité de l'équipe. Ouais. Les gens de partout à travers le monde. Il y a 10% environ de l'équipe qui vient d'Amérique du Sud. Il y a des gens qui viennent de tous les continents chez Progy. Et tout le monde travaille ensemble. Mais malgré la symétrie des cultures de tout le monde, ce qu'on cherche, c'est des gens qui sont capables d'être dans la culture de Progy. Ouais. Culture d'excellence. Ça n'a pas d'importance ce que Ouais. tu es. Rendu là, la culture d'entraide, etc. Tu sais, quand on fait des fois la culture, ça s'écrit pas, mais des fois, on l'essaye pareil. Fait que on fait des sondages, puis on essaie de voir, mais c'est quoi, toi, la culture de la collaboration pour toi? La valeur, cette valeur-là, c'est quoi là, pour toi? Puis en regardant ce que les gens écrivent, on essaie de trouver les points consensuels, comme la collaboration, c'était l'entraide qui était sorti le plus fort. Ça veut dire qu'il y a des couleurs. Tu sais, des fois, on dit les valeurs, c'est générique, puis tout le kit. C'est vrai. Mm-hmm. Mais c'est vrai que toutes les compagnies ont des valeurs maintenant, des champs de valeurs établis. Tu peux aller lire ça sur Internet, c'est bien intéressant. Mais tu le sais pas tant que tu le vis pas. Ouais. Puis, et ça, c'est dans le vécu. Qu'est-ce que ça goûte, la collaboration chez Progy? Bien, ça goûte l'entraide. Ouais. Fait que, Puis je pense que c'est un peu le rôle aussi des gens qui sont en position de leadership de faire en sorte que cette culture-là puisse prendre place aussi, de mettre en place un cadre qui permet à cette culture-là de vivre, parce que dans mon rôle de directeur, moi, j'ai quand même une influence. Si je dis, bon, ben aujourd'hui, il n'y a plus de budget d'amélioration continue parce on se concentre sur créer de la valeur, ben, quelque part, je viens de faire un statement puis de dire que ben, maintenant, chez Projet La Culture, on s'en va plus genre dans une autre direction qui n'est pas nécessairement l'amélioration continue, l'excellence. Ça vient aussi de la volonté des gens en position de leadership. Mais je pense que chez Projet, on est bien. On a quand même une bonne vision là-dessus. On est comme pas mal tout arrimé, là, même si on a des ajustements là, mais à faire. Non, mais c'est des ajustements à faire. On va en avoir toute notre vie, des ajustements à faire, parce que la réalité d'aujourd'hui puis la réalité de demain, ça va être deux affaires différentes. Puis les nouveaux, tu sais, on est en croissance, fait qu'il y a plein de choses auxquelles il va falloir s'adapter, des nouvelles clientèles, des nouveaux tout. Puis, mais c'est juste d'avoir la mentalité d'être prêt à savoir qu'on le sait pas, mais qu'on va essayer de le savoir. C'est ça. Ce qui est bon aujourd'hui sera peut-être pas bon demain. Mais il faut avoir la lucidité de le voir. Puis, comme tu dis, l'humilité de se dire, bon, ben, on passe à un autre. On essaye d'autres choses. Puis, tu parles de diversité, puis je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, je pense qu'avec les développeurs, pour les développeurs, c'est une façon pour nous d'aller un peu sortir un peu du Québec parce qu'on en trouvait moins. On avait une manque il y avait une pénurie un peu.
Puis je pense en fait que le tiers de nos développeurs sont maintenant hors Canada, on va dire. Là. Puis ça a apporté vraiment une synergie incroyable. Ça nous a obligés aussi à sortir de notre zone de confort. Il a fallu souvent switcher en anglais parce que fallait se trouver un langage commun. Puis ça nous force aussi à nous adapter à d'autres cultures, à d'autres façons de travailler, à d'autres façons de voir le code, à d'autres façons de programmer tout ça. Puis je trouve que ça apporte, ça renforce un peu l'identité de Prodigy. Ça rend ça plus beau, plus fort. Ouais, puis il y a quelque chose. Je parlais un peu de la pandémie, que ça a été révélateur pour nous autres. Éventuellement, on a vécu les mêmes tendances là, que beaucoup d'entreprises. C'est-à-dire que pendant la pandémie, on était tous à la maison. Nous autres, on était très Trois-Rivières avant. Tout le monde à Trois-Rivières, tout fiers d'être à Trois-Rivières, tout le temps ensemble. On suivait comme des petits canards. On allait jouer au soccer, on allait au bar le jeudi. C'était ça la culture, je sais pas. Mais il y a, dans le sens que c'est très physique, qu'est-ce qu'on vivait avant la pandémie. Et soudainement, tout le monde est dans son sous-sol. Avec ou pas de pantalon, c'est dur à voir en Teams, mais toujours est-il que c'est la réalité dans laquelle on était et tu as besoin d'une culture mauditement forte pour passer à travers puis engager du monde dans ton sous-sol à triper avec ton projet, tu sais. Fait que ça, et je pense que le tournant vers l'agilité a été fabuleux, notamment pour additionner le remote. Je sais que je pense que c'est dans la mentalité de l'agilité, je pas sûr qu'il l'envisageait comme ça, qu'il était pour avoir une espèce de distance physique virtuelle, mais ça l'a tout changé, la façon d'aborder comment on faisait des projets ensemble, de collaborer ensemble, malgré le fait qu'on est dans nos sous-sols. De nos sous-sols à Trois-Rivières, on est passé à nos sous-sols à Montréal, en France, à Medellín. Ça a été... Puis l'aventure Prodigy, c'est une aventure qui est trifluvienne en premier, mais qui est de partout en deuxième. Là. C'est super beau. Le cœur reste en Mauricie, en Trois-Rivières. Puis en français, tu as dit, on parle en anglais, c'est vrai, le français reste le cœur de ce qu'on fait, mais la prescription de travail, 90% de nos clients, nos fournisseurs, tout le monde parle anglais. Pour être performant, c'est vrai que l'anglais, c'est la soupape, la compétence qu'on a besoin, mais dans le français, la culture québécoise, ça reste quelque chose d'intéressant qui est ancré. Je pense que la culture initiale de Prodigy, il y a quelque chose de québécois, de très québécois là-dedans. On va tout faire avec rien. On va monter un projet national avec ces trois gars-là. Il y a du patentage, de l'innovation, de la créativité, de la collaboration, des belles valeurs québécoises aussi, mais je pense qu'ils se reflètent dans ce que Prodigy a pris, dans ce qu'elle avait de national, puis l'a rendu organisationnel aussi. Ah oui, puis on est fiers quand même de nos racines en Mauricie, quand même en région, on n'est pas d'un grand centre. On a une certaine fierté de garder cette identité-là, un peu plus régionale ou de Prodigy. Ça apporte une couleur, puis je trouve qu'on ça définit bien, ça reflète notre culture aussi. Puis tu parlais de travail à distance. Puis c'est vrai qu'on a eu... l'agilité a aidé pour ça, mais on a dû changer notre façon de mesurer la performance des individus, de moins le voir comme je m'attends que tu travailles 37 heures, 40 heures semaine versus je m'attends que tu livres telle valeur. Puis on est encore en train, en ajustement, je dirais, par rapport à ça, mais on est en train de faire une transition, puis au lieu de focusser sur tu fais un travail X pendant X nombre d'heures, je focus sur qu'est-ce que tu vas livrer, c'est quoi nos objectifs. Puis c'est beaucoup plus porteur de travailler sur un objectif commun en équipe, puis de le mesurer à partir de ce gabarit-là d'objectifs versus il a fait ses heures ou on pense qu'il ne fait pas toutes ses heures. Puis je trouve que ça apporte le... Toutes les heures ne sont pas nées égales, mais la valeur, c'est égal. C'est ça, de changer le niveau de la discussion au niveau objectif, puis on le voit dans nos équipes. Quand tu commences à mesurer l'atteinte des objectifs, puis d'en faire un projet d'équipe, mais là, on commence à être capable d'identifier des fois, oups, il y a des individus peut-être qu'ils
ils participent un peu moins qu'on pensait? Y a-t-il des problèmes? Y a-t-il des ajustements à faire? Y a-t-il des choses dans leur vie qui sont à ajuster? Y a-t-il, on veut aussi être proche de nos gens, mais on le voit depuis les derniers mois, là, surtout on a vraiment pris cette tangente-là. On voit qu'on est plus capable maintenant d'identifier certains écarts là, de performance. Ça nous a amené, puis le remote, ça nous a amené à de belles affaires. Parce que là, si on travaille avec des gens à Medellin ou si on travaille avec des gens en France, mais pourquoi nos gens ne seraient pas à l'extérieur aussi? T'sais? Absolument. Fait qu'on a des gens qui sont retournés. On parle de diversité, les gens sont retournés, ils travaillent, pas toujours, mais ils deviennent des nomades digitales. Ils vont travailler dans leur famille à l'extérieur ou ils vont travailler dans des lieux qu'ils voulaient visiter, tout en continuant leur vie professionnelle, puis en continuant leur voie dans l'excellence chez Progy. Fait que c'est un bel avantage qu'on a eu. Évidemment, à notre niveau, à nous autres, la sécurité, la confidentialité, ne serait-ce que l'ergonomie, c'est des choses qui sont fondamentales. Fait qu'on on demande bien du sérieux quand on l'approche, mais on travaille beaucoup avec les assureurs. C'est ça, les exigences sont élevées. Là. Mais on arrive à trouver des façons de collaborer, puis c'est vraiment surprenant de voir comment différents gens de différentes cultures, qui ont un bagage complètement différent, on arrive à faire un produit qui est super trippant, qui est de qualité. On parle, quand on parle de programmation, parce que c'est un peu mon domaine, ben on parle littéralement le même langage. C Sharp, PHP, on arrive à s'entendre. Il s'agit juste d'encadrer ce fonctionnement-là, de mettre les attentes claires, parce que souvent, moi, ce que j'ai vu, c'est que quand il y a des écarts de performance, il y a des équipes qui sont moins performantes, ben, souvent, c'est parce que les attentes n'étaient pas très bien définies ou mal communiquées. Puis souvent, on s'est fait avoir avec ça. Là, il faut s'ajuster pour ça. Là. Puis, et puis, ça peut pas exister. Je pense que la culture, ça n'existe pas. Même si c'est une grosse responsabilité du mid-management de montrer l'exemple, ça n'existe pas sans le top management. Dans notre cas, c'est notre CEO. Puis, ça n'existe pas sans toute la pyramide de gens qui travaillent. Fait que Diane, on est chanceux de l'avoir parce qu'elle nous donne les moyens de notre ambition pour réaliser le succès de projet dans la culture qu'on a défini ensemble. Puis à toutes les autres, de faire confiance à ça, puis d'embarquer dans le bateau chaque jour, puis de ramer, puis avec le sourire. Là. Fait que on touche du bois, là, je suis chanceux, je suis dans une espèce de chaise Adirondack en bois, mais on touche du bois que le futur de Progy, ça va nous donner des bons clients, mais surtout des beaux et des bons collègues qui vont nous aider à servir ces clients-là. Oui, puis tu sais, c'est vrai que d'avoir ce safe space-là, là, c'est un terme qui revient souvent dans nos discussions, mais de sentir que hey, j'ai le droit d'essayer de quoi, puis si je me plante, ben regarde, je me planterai. Tu le sais que tu ne te feras pas taper ses doigts, tu sais que tu as le droit de le faire. Puis même, moi, j'encourage les équipes. Hey, essayez-les. Regarde, vous voulez l'essayer, essayez-les. Je pense que c'est une question de transparence, au fond, de communication et de transparence. Si la personne, elle anticipe qu'on ne sait pas. Tu sais, si les gens qui sont les parties prenantes, ils anticipent qu'on prend un guest, ils acceptent le fait que c'est un guest. T'sais. Exact. Il faut que tu sois transparent aussi. Dire, hey, regarde, on n'est pas sûr à 100%. Puis en informatique, ça arrive souvent. Là, on ne l'a jamais fait, cette affaire-là. Là, on parle de microservices, tout ça. Regardez, on ne l'a jamais fait. On pense que la meilleure façon, ce serait ça. Mais regarde, tant qu'on ne l'a pas essayé, on ne le sait pas. Puis êtes-vous d'accord? Êtes-vous à l'aise avec ça? Oui, OK. Ben, d'avoir l'appui aussi de la haute direction, c'est primordial dans cette création de culture-là. Puis comme tu dis, Diane, notre PDG, elle nous appuie là-dedans. Elle nous fait confiance. On engage des gens, des professionnels pour leur qualité. Ben, laissons-les s'épanouir puis nous montrer ce qu'ils sont capables de faire. Yes. Je sais qu'on a des enjeux de recrutement, comme un peu toutes les entreprises en développement logiciel au Québec. En tout cas, c'est des cycles peut-être, mais dans le passé, on a eu quand même pas mal de difficultés. Peux-tu aider peut-être les gens qui nous écoutent? Là, comment tu as abordé ça? Toi, quelle stratégie tu as mis en place pour dire, bon,
on a des ambitions, on a quand même, nous, pandémie ou pas, on avait des gros projets, on avait une dette technologique à adresser, on a des nouveaux produits qu'on veut créer, ça ne nous a pas ralenti, mais il n'y avait plus de ressources. Comment tu as abordé ça? Mais surtout quand on a des objectifs de croissance. Puis, tu sais, et là, ça vient de la problématique vient de deux endroits. C'est-à-dire que, oui, il y avait une pénurie de main-d'œuvre. Au jour d'aujourd'hui, c'est moins pire que c'était. Ouais. Mais surtout, on était extrêmement sélectif et on est encore extrêmement sélectif sur qui on choisit parce que on trouve ça bien important que les gens avec qui on travaille, ils trouvent ça intéressant de travailler avec les gens avec qui on va leur dire qu'ils vont travailler. Fait que ils voient ça comme un avantage et pas comme une punition de travailler avec des nouvelles personnes. Ouais. Fait qu'on est extrêmement sélectif. As-tu des statistiques, mettons, ouais, ben, tu sais, sur 100 personnes? Chez Progy au Québec, là, parce que j'en ai déjà des pipelines internationaux aussi, là, mais il y a au Québec, c'est, mettons, 99% des gens vont s'arrêter, mettons, à mon niveau, à mon équipe, à moi. C'est-à-dire lecture de CV, tri, entrevue numéro 1, c'est là que ça va s'arrêter. Test, technique. 99%. Puis fou, et le reste, le 1% qui va rester, c'est 1 ou 2 qui va être engagé. Là. Fait que sur 1000, on convertit 1 ou 2 employés. Mais on a vu la tendance dans le marché se renverser. J'étais au Palais des Congrès avec e-carrière en février. Et à chaque jour, on a battu historiquement le record de tendance, pas de e-carrière, du Palais des Congrès. Donc, de gens qui cherchaient un emploi. Fait on avait une aile informatique, mais il y a des gens dans le marché qui cherchent un emploi. Et je pense, quand je suis sur certains sites, certains groupes sur Internet, puis je vois des gens qui ont l'air en détresse, puis qui recherchent, puis qui n'ont pas d'emploi. Puis il y a eu plusieurs... récemment. Il y a plusieurs entreprises qui ont laissé des gens aller. On voit qu'il y a encore une asymétrie dans l'expertise, mettons. Les gens, ils nous disent « Ah, mais prenez-vous des juniors? » La réponse, c'est oui. Ben oui. Quand on est capable de balancer l'équipe, puis quand tu as le bon mindset, la réponse, c'est absolument. Fait que, mais là, il y a beaucoup de gens dans le marché qui sont là. Est-ce qu'ils ont les bonnes expertises pour répondre au marché? Ça, c'est ce qui m'inquiète le plus. Parce qu'il y a une question d'offre puis de demande qui est là. Puis, le gouvernement, à l'époque, l'industrie du TI avait dit, mais il avait vu venir la pénurie, puis il avait dit, on va en manquer de main-d'œuvre. Ouais. Puis là, il avait dit, parfait, on va ouvrir les écoles, on va faire la promotion de ça, ça va être super, extra, méga cool. Et ils ont tenu parole, ils ont envoyé plein de monde dans les écoles. Et quand on sait, fait qu'à un moment donné, même que le gouvernement faisait des annonces, il disait on était à parité avec l'offre et la demande. Je pense même qu'il donnait des primes en argent si tu finissais ton cours en informatique. Oui, il y avait plein. C'était bien fait. Sauf que ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est qu'ils ont pris le mot TI comme étant une valise. Oui, c'est ça. Puis, et là, alors que c'est un monde changeant, tu peux même, si tu fais un plan sur 10 ans pour réadresser ta population active là-dedans, il faut que tu considères les compétences réelles qu'ils vont aller chercher pour les mettre en application quand ils rentrent dans le marché du travail. Et finalement, un des vices, puis là, on se retrouve souvent au salon de l'emploi, même en pénurie de main-d'œuvre, on voyait beaucoup de techniciens réseautiques ou des choses comme ça qui étaient des techniciens en informatique de première ligne qui avaient été formés. Fait qu'eux autres, ils comptaient comme des gens formés en TI. Mais nous autres, on est des programmeurs, on n'en a pas tant que ça, des techniciens là, chez Progy. Mais il y avait des techniciens comme ça dans le marché, mais les programmeurs, c'était pas vrai. Fait que il y avait eu des erreurs qui avaient été faites, je pense, de bonne foi. Là, c'est juste des gens qui n'avaient pas trop regardé leur affaire et qui n'étaient pas spécialistes dans le plan qu'ils avaient établi. Puis on s'est retrouvé. Mais c'est grave, par exemple, de penser comme ça, parce qu'il y a des jeunes qui se sont fait dire plein d'espoir. Je vais avoir ma place dans le marché quand je vais arriver plus tard, finalement se retrouver pas capable de se placer. Fait que chez Progy, on avait la main-d'œuvre qu'on avait au Québec. Fait qu'on a travaillé fort. Projet Académie, c'est une des initiatives qu'on a eues. Aller chercher des jeunes. Puis à un moment donné. S'approcher des universités. On va s'approcher des universités régionales. Je dirais que de plus en plus des universités au Québec. Puis on verra plus tard avec quelle institution on va faire des alliances. Mais bientôt, j'ai été invité à McGill pour faire une activité, mettons, en automne. Fait qu'on
on commence à être un peu partout. Et puis là, l'immigration, ça faisait partie des réponses aussi. Mm-hmm. Mais là, avec la COVID, ça devenait interminable. C'était de la torture, et pour la personne qui était engagée, et pour nous. Ah ouais. C'est des délais infinis. Déjà que c'est une procédure difficile, épeurante pour tout le monde. Là, fait que, et là, c'était on ne sait pas quand ça va arriver. Fait que j'avais dit à blague à Diane, j'ai dit mais je pense que c'est plus facile d'ouvrir une compagnie puis de les engager là-bas. Fait que rendu là, on perd rien. Puis elle m'avait dit tu me feras un rapport là-dessus sur quel pays on devrait envisager. Fait que là, on avait pris des sélections de time zone, on a fait une petite étude socio-démographique, puis on avait pour restreindre à 6 pays, les études, 6 pays dans notre time zone, à peu près, là, pour finalement s'arrêter sur la Colombie. Puis là, ça a été une des réponses là, il y a 2 ans, à peu près jour pour jour. On a débuté l'aventure colombienne à Medellín, qui s'annonçait comme étant le Silicon Valley de l'Amérique du Sud. Mm-hmm. Fait qu'on a eu l'initiative de commencer un bureau là-bas, puis comme de raison, soit on avait quelqu'un pour m'appuyer là-dedans, c'est parce qu'il y a plein de lois différentes, fait qu'on avait notre première conseillère RH là-bas, qui est la office manager, puis qui a engagé quelqu'un 30 à 60 jours après. Là. Donc, ça a été rapidement, si on compare à ce qu'on souffrait là, en immigration au niveau du processus. Puis finalement, aujourd'hui, il y a 10% de tout l'univers projet qui est en Amérique du Sud. Le bureau, je visite à chaque 3 mois. C'est bien le fun. Oui, ça, c'est cool. Dans le fond, il y a un bureau, il y a une entreprise qui a été créée à part entière, qui est une entreprise fille. Oui, c'est ça, c'est une entreprise, c'est latéral, là, c'est Projet Columbia. Puis, mais ces gens-là, c'est comme si c'était un fournisseur à nous, finalement, comme si c'était des contracteurs, mais on les considère en termes émotifs là, comme des employés de Projet, c'est-à-dire qu'ils sont mixés avec nous autres. Il n'y a pas de différence entre un progicien d'ici ou un progicien d'ailleurs. Ils sont tous aimés égal, ils sont tous respectés égal. Puis, je te dirais même, tu sais, comme là, on a des besoins de scaling assez importants de par le fait qu'on réécrit beaucoup de nos produits pour adresser la dette technique. Puis, même là, on recherche des contractuels, des développeurs, puis nos attentes sont quand même très élevées. On s'en est rendu compte. Ça, quand on parlait, un défi, c'est nos attentes. Ouais. Les contractuels, quand ils ne passent pas nos tests techniques, puis ils chargent toujours bien entre 100 et 150 $ de l'heure. Fait que c'est énorme. À ce prix-là, on peut en payer 2-3, Dave. J'aime mieux avoir des juniors qui vont grandir avec nous autres que ça. Mais on ne se limite pas. Les contracteurs, ça devient le fun parce que nous autres, on a de la dette technique à payer actuellement. Puis un projet de dette technique, mettons, de 2 ans. Après ça, ça fera pas de peine trop à personne si on rompt des relations contractuelles. C'est comme entendu avec tout le monde que ça va être comme ça. Tandis que c'est mieux ça que faire de la décroissance. Oui, exact. Fait que, mais de toute façon, le projet étant ce qu'elle est, d'ici 2 ans, ça va être encore plus gros. Oui, c'est ça. Puis c'est là qu'on se rend compte que cette culture d'excellence-là, ça fait en sorte qu'on est très sélectif. Puis on se rend compte que, Boswell, on est en train de se bâtir une belle entreprise qui a une vraie culture d'excellence, puis on n'est pas prêt à faire de compromis sur notre vision. Puis, on parlait de qualité dans d'autres épisodes du podcast. Mais la qualité chez Progis, ça fait partie de notre ADN. Puis, c'est comme ça. Puis, on l'accepte. Puis maintenant, si tu n'embarques pas là-dedans, ça ne veut pas dire que tu n'es pas un bon programmeur ou un bon développeur ou un bon. Mais c'est juste que nous, c'est pas tout à fait l'enlignement qu'on recherche ou qu'on veut bâtir dans le futur. Fait que je trouve ça, en même temps, c'est un couteau à double tranchant. Là, un manque de ressources. En même temps, on est très exigeant. Mais jusqu'à date, on tire notre épingle du jeu. Je pense que c'est y aller avec notre culture, notre âme. On fait les affaires comme on le pense. Puis généralement, ça paye comme on le pense aussi. Quand on encore là, je retouche du bois, mais on réussit à garder le ton, la joie de vivre qu'on a, la qualité qu'on veut donner. Puis ça s'améliore. C'est fou, là, dans les derniers. On faisait le podcast aujourd'hui parce qu'on avait peut-être quelque chose à dire. Puis c'est pour ça qu'on le faisait aujourd'hui. Ouais. Mais
en 2 ans, ça a été fondamental. Qu'est-ce qui s'est passé chez Prodigy en termes de changement? Ouais. Puis c'était pas un changement culturel, c'était une précision culturelle. C'est-à-dire que l'excellence, depuis que je suis chez Prodigy, c'est un mot qui est dans l'univers Prodigy. Maintenant, ça a été défini, appliqué, articulé et c'est vécu dans chacune des journées. Fait que c'est pareil pour la qualité. Donc, il y a des mots, il y a des ambiances culturelles qui ont été vraiment réalisées. C'est pas quelque chose qui a changé, c'est quelque chose qui s'est précisé. Exact, c'est ça. Intéressant. Puis, je pense que les défis sont pas finis. On a encore tellement de projets, puis ça va tellement vite. En logiciel aussi, là. Fait avoir du pain sur la planche. Ça viendra, on est là pour ça. J'espère que tu es prêt. Hey, merci Alex pour cette entrevue. On va avoir l'opportunité de se reparler sûrement dans d'autres épisodes. Merci à toi, bien généreux de ta part. Yes, au plaisir. Salut.